Bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est une nouvelle fois un plaisir de vous retrouver pour un épisode de La Bière Patrie. Dans ce podcast, j'ai eu la chance de recevoir des invités super intéressants venant de différents horizons. Entre autres, et c'est une évidence pour un podcast qui parle de bière, j'ai reçu des brasseries, enfin plus particulièrement les brasseurs. On se rappelle de Michel de la brasserie Floche, qui détient d'ailleurs toujours le record de l'épisode le plus long en une seule prise. Il y a aussi plus récemment Juliette chez Norm Brewing. Ils étaient venus tous les deux seuls présenter leur brasserie. J'ai également eu le plaisir d'échanger avec Lio et Benoît de la brasserie Tetra, Julia et Mathieu de la Cahute, ou encore Christophe et Johan de la brasserie expérimentale. Ils s'étaient prêtés au jeu à deux pour répondre à mes questions. Aujourd'hui, c'est une double première pour moi. En effet, je reçois à nouveau une brasserie, mais surtout, je reçois la première brasseuse du podcast. Alors là, juste pour la brasseuse, les applaudissements. Alors, évidemment, j'ai enregistré ce soir à la con parce que... Donc la première brasseuse du podcast et aussi... je reçois le brasseur de la brasserie, qui n'est autre que son mari. Vous êtes bien mariés, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est la première fois que je reçois un couple. Créateur et créatrice, brasseuse et brasseur de la brasserie Mascafia. Bonjour Katia et Eric. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ah bien. Alors, on a parlé un peu off, donc je sais que normalement vous allez bien. Écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on va peut-être déguster la première bière parce que vous nous en avez apporté 4 aujourd'hui. Alors, on va essayer de ne pas être sous fin de l'épisode. On va la partager. La première bière. Il y en avait une pour toi en plus. C'est vrai? Une pour toi et une partagée pour nous deux. Ouais, mais on peut pas partager. Oh, on peut partager, bien sûr. Ouais. La première bière, on irait vers la Back Home. C'est ça, ouais. D'accord. Je ne sais pas si tu veux l'ouvrir. J'ai le bouteille là. Vous allez peut-être après le service évidemment pouvoir nous présenter cette Weissbier si je ne me trompe pas. Et puis, nous expliquer, si vous voulez bien aussi, cette place de lauréat au concours de la province de Liège. Il y a eu un concours, et vous avez été lauréat, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui. Pour la catégorie blanche et la catégorie PLL et ambré. Oui. D'accord. Amber Ale. Ça, ce sera pour une plus tard, la Albir, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, on fera ça juste après. Alors ici, vous l'entendez dans le casque, je l'entends si bien. Merci beaucoup. Alors, cette belle couleur. Alors on est déjà un petit peu à la lumière artificielle parce que le jour se couche. Une belle couleur jaune. Est-ce qu'on irait sur du jaune paille? Je ne sais pas. Jaune paille, légèrement trouble, dû au froment. Ouais, d'accord. Et alors, expliquez-nous un petit peu. Donc, au nez, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Au nez, on retrouve vraiment les esters, vraiment de la levure de Weiss. On est sur, banane un peu? Oui, très banane. Ouais. Le côté un peu épicé qui peut rappeler le clou de girofle. Avec un léger houblonnage, doublon allemand, qui amène un petit côté herbacé, floral. Ouais. Mais ici, le but n'est pas de mettre le houblon en avant, c'est vraiment la levure qui doit faire vraiment le gros du boulot, quoi. C'est ça, oui. Ça sent bon. Alors le clou de girofle, moi comme je déteste ça dans les préparations, tu vois, j'essaye peut-être, mon cerveau essaye peut-être de l'éliminer, mais en tout cas, comme tu le dis, cet aspect épicé de la levure, on le retrouve bien ici dans la bière. Est-ce qu'on goûte ça? Oui. Santé les amis? Elle est épicée aussi au goût. Ouais. On va plus au goût qu'on est. Ouais, c'est vrai. On retrouve la banane au nez et on retrouve le côté épicé en bouche en fait. C'est super gourmand en fait.
Alors qu'elle est super légère. Ouais, c'est ça. Elle fait combien? Parce que je ne l'ai On pas. a 5,5. 5,5. D'accord, ok. Eh ben, franchement, alors, j'en avais une dans mon frigo, pour ne pas le cacher, On l'avait vu. et je ne l'ai pas goûté avant que vous n'arriviez. Donc, c'est vrai que je la découvre avec vous. Eh ben, vraiment chouette. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez. Quand on l'a avalé, je trouve qu'on ressent un petit peu plus la chaleur, Alors, je sais pas si c'est les épices qui font ça, si c'est un tout petit peu l'alcool qui se réveille ou si c'est moi, c'est ma première bière aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à sec, c'est vraiment logique, c'est vraiment chouette. Ça, c'était la deuxième bière que vous avez faite. Non, toute première. Ah, la deuxième et la première qu'on fait dans l'installation. Et ça, c'est le troisième lot que tu goûtes. D'accord, Le ok. deuxième lot dans le frigo. Ok, On peut comparer. je goûterai la différence. Oui. Parce qu'il y a une différence de froment qu'on a augmenté au fur et à mesure. D'accord, vous Vraiment adaptez. rentré, parce qu'au départ, on était à 35% de froment, mais une Weissbier doit normalement avoir 50%, et on est à 50% sur celle-ci maintenant. D'accord, ok. On n'a pas osé tout de suite viser les 50%. Pour la filtration. Pour la Ouais. première fois qu'on brassait, on s'est dit ça allait être compliqué la filtration, donc on a voulu faire par étapes. Au Et vous fur et à n'avez pas eu- mesure, on est arrivé à ce qu'on voulait en tant que proportion. Quoi. Et vous n'avez pas eu de problème du coup pour Non, la filtration? C'est un peu lent, mais Oui, c'est lent. c'est toujours Faut être lent, patient ouais, sur ouais, celle-là. Tant que ça ne bloque pas, c'est parfait. Écoutez, Eric m'a dit tout à l'heure qu'il écoutait régulièrement le podcast. Il les a presque tous écoutés, peut-être même tous. Peut-être, ouais. Donc il sait très très bien ce qu'il attend juste après. Katia, je ne sais pas si elle a écouté, mais elle va découvrir tout de suite si c'est pas le cas. Je lance le petit jingle et on va vers l'interview si tu n'avais. Alors, c'est une interview commune à tous les invités. Je vais commencer par Katia, honneur aux femmes. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait. Alors, on n'est peut-être pas obligé, comme je le dis souvent, d'aller vers une bière ciblée, mais si tu veux aller plus vers un style. Je pense que ce serait. Je me dirigerais vers les styles de bière acide. D'accord. Et j'aime bien les gauzes. Donc, D'accord. à mon avis, ce serait une gauze. Ok, super. Et toi, Eric, t'irais plutôt vers? Moi, ce serait beaucoup plus ça, à mon avis, ce serait quelque chose de léger. Peut-être pas une lager, mais quelque chose d'amer, mais léger, comme peut-être la Taras Bulba. D'accord, ok. Quelque chose que je saurais boire au fur et à mesure, en fait. Ok. Et qu'on pourrait reboire facilement, Ouais, c'est ça. en boire 2-3. Ok. Eric, si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, alors ce serait probablement la tienne, je suppose, mais Ouais, c'est un peu ça. voilà. Par contre, j'aurais adoré faire des stages ailleurs, Oui. ou peut-être toujours maintenant, Oui. dans d'autres brasseries, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Quoi. C'est ça, oui. De prendre de l'expérience C'est un ça. petit peu où aller. Parce que j'aime beaucoup la brasserie de la Meule, Oui. à Bruxelles, surtout pour le style allemand. Ils arrivent avec de nouveaux produits qu'on ne voit très peu. Et ils sortent pas mal de choses. Là, ils ont sorti une lager au seigle, c'est des choses que je n'avais jamais vues. D'accord, oui. Et même pour leur gamme de bière allemande, je trouve ça assez cool. Ok. Et toi, Katia? À mon avis, je dirais plutôt la brasserie Mine Oui. pour travailler avec Marc, parce que Marc est un de nos profs, il nous a déjà tellement appris et je suis sûre qu'il avait encore plein de choses à nous apprendre. Dites-moi si je me trompe, mais Marc Leroman, c'est bien ça? Oui. Ouais. Herman. On nous en a déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, je crois qu'on l'avait évoqué peut-être avec Arnaud Radou, je pense. On avait peut-être parlé. Enfin, je ne me rappelle plus. Je sais qu'en off, en tout cas, on en avait parlé, mais voilà. Donc, j'ai déjà entendu régulièrement parler de lui. J'ai pas eu encore l'occasion, malheureusement, de le rencontrer, mais il paraît que. En tout cas, c'était un de nos meilleurs profs, je dirais. On a pris vraiment, on va dire, une claque au deuxième. On s'est dit, ok. Là, on rigole plus, aborde quoi. le vif du sujet. Ouais. Si vous n'aviez qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait? Ça, c'est dur pour vous. On en parlera plus tard dans le podcast, mais. On l'a un peu fait. Enfin, en tout cas, pour ma part, les États-Unis, c'est quand même. D'accord. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais vous revenez les États-Unis. Ouais. Moi, ce serait plus l'Allemagne. Oui. Parce que je pense que beaucoup de styles viennent de là-bas, même tous ces côtés américains, c'est comme des immigrés allemands qui sont allés en Amérique. Voilà. Ça se ressort d'ailleurs un peu dans vos bières, non? Il y a quand même. Oui, il y a une belle influence allemande. Il n'y aura pas que ça, mais voilà. On avait envie de présenter des produits un peu différents. Quoi. Ouais. Bon, on fera découvrir
tout au long du podcast les différentes bières. Si vous n'aviez qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait même chose. On peut parler de style, il n'y a pas de problème. Bah, moi, ce serait encore une bière simple, je dirais genre une Kölsch. Oui, pour quelqu'un qui n'a jamais bu de bière, c'est clair qu'on va pas lui proposer une acide ou une IPA très très amère. C'est vraiment bizarre parce que il y a, si je me rappelle, c'est Johan chez Expérimentel qui avait justement dit acide. Ça dépend vraiment à qui on pose la question. Et donc, excuse-moi, tu irais vers plutôt quelque chose d'accessible Oui, voilà, une Pils en fait. D'accord. Une bière très simple. Mais déjà, une bière claire, ça peut, à mon avis, ça plairait plus à une personne lambda. Ouais. Moi, je dirais plus une Kölsch, parce que je trouve que c'est assez facile d'accès, il y a quand même pas mal de choses dedans, même si ça reste subtil. D'accord, ok. C'est bon à prendre, et donc si les gens n'ont jamais, alors je sais pas si les gens qui n'ont jamais bu de bière écouteront le podcast, mais en tout cas prenez les conseils et essayez. Si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait sur notre terrasse. Ouais, notre terrasse, c'est vrai qu'on passe de bons moments sur la terrasse ou dans un bon brewpub, vraiment en après-midi quand il n'y a pas trop de monde. Ouais. Tranquillement. On profite vraiment quoi. Ouais. En tout cas tranquille. Les pieds sous la table. on va profiter de l'été. L'interview est terminée. On va passer à la discussion autour des invités du coup aujourd'hui. Je lance mon fameux petit jingle et on revient juste après. Alors, le tout début de l'aventure, si je ne me trompe pas, c'est en 2017 que ça se passe avec un atelier de zytologie. Ça, ouais. Bien renseigné. Ouais, mais écoute, je fouille un petit peu. Si vous allez sur le site internet, vous le verrez. Et donc, j'ai été pêché sur le site internet aussi, brassage amateur en 2018. Et puis alors, s'en est suivi pour vous deux une formation, c'est bien ça? Oui. D'abord Eric. Avec toi, en zytologie. D'accord, d'abord en zytologie, ok. Parce qu'en fait, je pouvais pas faire brasserie à ce moment-là, parce que mon horaire ne correspondait pas. D'accord, ok. Et un jour par semaine, c'est plus simple, qu'en microbrasserie, c'est 2 à 3. Oui. Et je me suis dit, en fait, c'est quand même mieux d'apprendre, de savoir ce que je veux faire avant de le faire. Déjà, connaître les styles et savoir où aller. Et ça m'a vraiment aidé à me diriger, savoir ce que je vais faire, quoi. C'est ça, oui. Et donc après, alors vous n'étiez pas dans la même, si vous étiez dans la même année en brasserie, en microbrasserie. On a commencé après ensemble. D'accord. C'était. Toi, tu finissais ta zytologie. Moi, j'étais à la fin zyto. J'avais les 3. Enfin, j'avais ça, gestion et micro. Ah oui. Pendant 6 mois, il y a eu un cheval. Voilà. Là, on n'avait pas trop le temps d'aller sur la terrasse et mettre les. 3 jours semaine, des fois 4, et ça a été. Je regrette pas, mais ça a été long. Quand même. Ça a été un peu rock'n'roll ces temps-là, ouais. On en avait déjà discuté par message. À l'époque, je t'avais dit, Eric, que mon oncle m'en avait parlé et j'ai évidemment pensé à vous directement. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens pourquoi le nom Mascafia? En fait, on cherchait un nom qui rappelait notre village. Oui. Et on a une petite tour qui s'appelle la tour Bellefleur sur les hauteurs de Cherat et qui faisait le lien à l'époque avec le charbonnage du hasard en bas de Cherat. Et on voulait l'appeler du coup Bellefleur. Et d'ailleurs, tous nos brasseurs amateurs, on faisait des petites étiquettes et on mettait Bellefleur. Et puis, quand est venu le moment de choisir un nom, on a regardé sur le site des noms qui étaient déposés et le nom Bellefleur était déposé. Okay. C'est un nom d'une bière de la... Renard, que tu connais sûrement. Oui, c'est bien ça. Voilà. Alors, on a quand même envoyé un petit message en demandant si c'était possible de l'appeler la Bellefleur de Cherat. Et d'abord, on a une première réponse où la personne nous a dit oui, ça nous pose pas de problème. Et puis, genre une demi-heure plus tard, non, finalement, après réflexion, on ne préfère pas. Et donc, du coup, on a cherché un peu ce qu'il y avait dans notre coin qui pouvait être utilisé. Et c'est Denis, en fait, qui a trouvé le nom. Je sais pas si tu es au courant de ça. Non. Il est passé, Denis, il prenait le bus à Cherat-Bas, et en fait, il a vu une pancarte avec les veines qui étaient exploitées à l'époque, et il m'a dit, ouais, t'as déjà pensé aux veines? Je fais, ouais, j'ai déjà vu.
j'ai un peu regardé, j'ai retrouvé Mascafia en fait. Oui. En fait, il y avait des noms très basiques, la veine de la Grand Poste, je crois, la veine de d'Oupey, enfin des noms un peu bateaux comme ça, et puis il y avait Mascafia. Oui. Et on s'est dit. Et à partir de là, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que Mascafia était aussi une limonaderie, une fabrique d'eau pétillante à mon avis, dans les années 30. Dans les 30. Ouais, 40, ouais. Mais qui s'écrivait autrement, en fait. D'accord. Et c'était aussi une source qui alimentait cette limonaderie. En fait, tout ça venait de Cherat. Ouais. D'accord, ok. Alors, juste pour les gens qui puissent se situer, Denis, c'est un collègue à toi qui... C'est un collègue qui est aussi dans le monde de la bière, d'accord, qui a fait la zytologie et que tu connais aussi, je pense. Oui, ben, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec lui par message. On ne s'est encore jamais rencontré, mais j'espère un jour. En plus, je pense qu'il aime les bières acides, donc voilà. on risque de s'entendre. On va rester de la cave. Donc Mascafia, donc c'était bien le nom de la veine du charbonnage, qui était exploité à l'époque et qui rejoignait Cherat à Blény. Voilà. Qui est au final aussi une source et une limonaderie. Alors... Ouais, et donc j'ai parlé de mon oncle dans ma question parce que c'est vrai qu'il y a un mois ou deux de ça. Mon oncle qui a travaillé au charbonnage m'a parlé de la veine Mascafia et évidemment j'ai souri. Oui, il y a quelques vieilles personnes qui nous ont parlé. Ah, mais je connais Mascafia, c'était une limonaderie avant. D'accord. On a retrouvé des photos, des vieilles cartes postales qu'on a toujours à la maison. Ah oui. Donc, mais c'est écrit autrement. Mais... C'est Maskaphiat. Ah oui. C'était un peu moins élégant. Moins sexy. Ouais, c'est ça. Il faut prendre le dictionnaire pour voir comment ça s'écrit. C'est bien mieux comme vous l'avez fait. D'ailleurs, si je me trompe pas, sur le logo de la brasserie, on voit cette tour de la belle fleur. En fait. C'est ça. Là, on l'a gardé quand même. Ça se représente. On a juste changé un petit peu le logo pour le rendre un peu plus moderne. Au départ, c'était un dessin, et puis là, on l'a un peu fait des traits. Pour passer à la question suivante, mais qui est quand même un tout petit peu liée, c'est relativement important pour vous, apparemment, d'avoir cet attachement à votre région. C'est quoi votre vision sur la consommation de vos bières et la vente, vous en l'occurrence? Est-ce que vous visez à tout prix le local ou vous aimeriez également que vos bières s'exportent ou se diffusent un peu plus loin Bah non, on commence par le local. On va d'abord faire chez nous. Et puis peut-être, oui, on peut aller un peu plus loin en Belgique et puis aller aux pays frontaliers, etc. Ouais. Mais oui, dans un premier temps, c'est complètement local. Oui, si je ne me trompe pas, mais ça c'est vraiment de mémoire, vous avez participé au festival Rhizome, si je ne me trompe pas, qui est plus du côté germanophone. Ouais. Est-ce que vous avez un retour sur vos bières justement qui ont une un peu connotation, en fait des styles en tout cas qui viennent. Justement, on se disait on va tester nos styles dans le pays. Ouais. Et donc oui, en fait, on a rencontré des gens qui connaissaient très bien la bière, surtout. C'est très bien vendu là-bas. D'accord. Ouais. C'est très bien vendu là-bas. Que par ici, c'est un peu moins. Déjà qu'on dit ambré, c'est déjà plus compliqué. Ça reste une ambrée assez légère et amère. Alors, souvent, ici, on prend ambré belge, c'est plus sucré. C'est ça, oui. On peut plus faire redécouvrir ce produit. C'est ça on fait plus de dégustation pour vraiment le faire goûter, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, alors dans le coin, ou en tout cas. On va même parler de la Belgique en règle générale. Quand on pense au ambré ou brune, c'est plus vers une double. Et c'est vrai que ça a cette connotation un peu plus sucrée, un peu plus riche. Et je me réjouis de goûter tout à l'heure l'Altbier. Et à Düsseldorf, on a fait un petit voyage là-bas. Et en fait, ils boivent ça toute la soirée. Ils enfilent les verres. Leur pils à eux, en fait. Ils ont un autre palais, j'ai l'impression. Oui, ça, c'est sûr et certain. Quand tu arrives là-bas, tu vois tout le monde avec des gros plateaux de bière ambrée. On ne verrait pas ça ici, dans le centre de Liège. Ouais. Vous avez d'abord fait le choix de brasser votre bière, la Mascafia, la toute première bière, une American Pale Ale, si je ne me trompe pas, à la brasserie de Liège. Enfin, c'était brassez-vous avant. Oui, c'était brassez-vous à Recours. On a fait 2 brassins à Recours. Oui. Et puis après, on a été dans leur nouvelle brasserie à la Grand Poste. Oui. On en avait parlé avec Juliette de chez Norm Brewing. C'est un modèle économique qui permet de lancer sa brasserie. C'est cette voie-là qui
vous paraissez la plus viable. Ça c'est pas, en fait, j'ai pas l'impression que ça s'est fait de manière très calculée. En fait, on a vu un post de Brassez-vous qui disait si vous avez envie de brasser pour une association, etc. Et on s'est dit, justement, on venait de faire celle-là, on l'a trouvée super bonne. Oui. On adorait le Sabro. C'est une bière essentiellement houblonnée au Sabro. Et donc, on s'est dit, allons-y, allons au rendez-vous, on verra. C'est peut-être un signe d'avoir vu la publication. C'est ça. Voilà. Et puis, on s'est dit, allez, on se lance pour un brassin. On était super stressés pour 10 hectos. Et il rigolait parce que il disait, vous allez voir, ça va partir facile. 10 hectos, c'est rien. Et nous, on était là, voilà, 10 hectos, comment on va faire? Et donc, comment dire, vous avez commencé, alors ça ne s'appelait peut-être pas la brasserie, mais le registre de commerce à ce moment-là. Alors du coup, oui, donc voilà, pour vendre, Eric s'est mis en indépendant complémentaire. C'est ça, oui. Ok. Alors, on en avait déjà parlé. Les gens qui ont écouté l'épisode avec Julien, évidemment. Ont déjà entendu mon point de vue, mais je trouve que c'est vrai que pour se lancer, c'est quand même, entre guillemets, ça donne déjà une première visibilité, un nom. On peut déjà lancer un peu les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà, ça permet déjà de lancer tout ça. Et quand on a la brasserie, pour toutes ces petites questions-là de marketing, on a déjà à peu près. En fait. Enfin voilà, moi je pense que c'est un beau modèle économique, mais tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Mais... je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vois que Katia, tu as encore un tout petit peu de bière dans ton verre. Si vous voulez, j'ai laissé crachoir, non pas un crachoir, mais un seau en tout cas pour rincer. Je vais d'ailleurs faire le mien tout de suite. Et est-ce qu'on ne passerait pas à la bière suivante? Je pense qu'on doit parler aussi de l'étiquette. On peut évidemment parler du visuel. Et du nom aussi, Back Home. Évidemment, mais allez-y, sans problème. En fait, ici, on l'a appelé Back Home. Simplement, en fait, c'est pour fêter le retour notre retour dans la brasserie à Cherat, en fait, simplement. À la maison. À la maison, parce qu'on a toujours brassé à la maison. En amateur. On est parti et là, on revient. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut voir, en fait, on nous voit deux sortant à la sortie Cherat, en fait. Ouais. On rentre chez nous. Donc, sur l'autoroute, l'illustration, ça montre sur l'autoroute la sortie. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut boire en conduisant. Non, là, on va pas s'attirer les foudres. non, mais c'est un beau message. C'est bien représentatif du début du brassage chez vous, en tout cas. C'est chouette. Mais c'est vrai qu'on pourrait parler, on en parlera probablement pour une autre bière, parce que j'avais un tout petit peu tiqué sur l'étiquette. En fait, le but, c'est qu'on tilte toujours sur un petit truc. Oui, alors c'est tiqué dans le bon sens. Hein, je vous dirai pourquoi après. Alors je ne sais pas laquelle tu vas vouloir servir ici. Mais t'as l'air de goûter la bière, t'as l'air intéressé. Faut rester en Allemagne et après. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, c'est parti. Soyons fous, comme ça on pourra aussi évoquer le fait que celle-là aussi a été lauréate au concours attends, je te tends, voilà, s'il te plaît, au concours de la province de Liège. Donc juste pour expliquer en 2 mots, parce qu'on va pas s'attarder sur le concours, mais ici vous aviez une qualification entre guillemets pour les bières de la province, et puis après vous allez en août. Oui, c'est ça. Donc là, c'était donc il y avait 3 catégories et je sais plus combien de brasseries sont inscrites. Peut-être une vingtaine. Oui, une vingtaine de brasseries et mais c'est juste province de Liège ici. Oui. Et puis donc en août, c'est le concours interprovincial et donc on est 6 qualifiés par catégorie pour aller s'affronter contre la province du Hainaut. D'accord, ok. Et ici, je me rappelle de l'année passée, c'était déjà le Hainaut. Il parle de faire d'autres provinces ou ça va rester comme ça? Je sais pas trop comme ça. La participation, mais c'est interprovince, mais seulement 2 provinces. Oui. C'est toujours un beau challenge, je trouve, de pouvoir entre guillemets se confronter. C'est un bien grand mot, mais voilà, voir comment. C'est plaisir d'avoir un bon retour. C'est ça. Même si le but n'était pas pour les amis, parce que voilà, c'est dans une catégorie. Puis c'était pas un concours payant déjà, donc voilà, on a juste apporté nos bières et. C'est ça, oui. Wait and see. Voilà.
Alors, du coup, l'Albir. Alors, pour être clair avec les auditeurs, je passe mon verre, hop là. Je fais encore une fois le pacha, je me laisse servir et là en plus Eric avait tout prévu parce qu'il avait apporté un bac frigo, donc tout est à disposition à côté de lui. J'en profite vraiment. Alors c'est vrai qu'on n'est pas en terrasse, mais je profite de la même façon. Alors je ne sais pas si vous entendez le son. Ah, moi dans le casque, ça passe merveilleusement bien. Merci à toi. Hop là. J'espère que les auditeurs l'entendront aussi bien. Alors, déjà, je voudrais dire, parce que je vais pas dire que je suis amoureux des couleurs, mais c'est vrai que j'ai des coups de cœur sur les couleurs, et c'est vrai que ce genre de couleurs-là, donc quand on les regarde à la lumière, elle est même cuivrée. Ça, cuivré, ambré clair, ou quasi foncé. Elle est vraiment belle. Après, ça dépend Moi, du verre. j'ai eu le fond, alors voilà, ça peut. Mais dans les petits verres assez fins, dans lesquels sont servis les Albir à Düsseldorf, oui. Elle paraît beaucoup plus claire. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est souvent, ils boivent ça en verre de 20 centilitres, quoi. Ok. Et ça débête, quoi. Et donc, dites-nous un peu ce qu'on peut retrouver. Mais ici, c'est vraiment la céréale, quoi. On a vraiment beaucoup de mâles spéciaux. Alors, on a des notes de caramel, toffee, pour trouver des légères notes torréfiées. Oui, en fait, ça s'atténue un tout petit peu maintenant qu'elle a été un peu servie, mais je trouve que quand c'est torréfié. Après, ça s'atténue. C'est vrai. Quand tu m'as passé le verre, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. Alors après, torréfié, qu'on soit bien d'accord, c'est pas stout. Mais... c'est des notes, c'est vraiment agréable. C'est dommage que vous ne pouvez pas avoir l'odeur. Bon, après, il faut aimer, hein, mais... Ils peuvent s'ils viennent l'acheter. Oui, ça c'est après. On va toutes vous les décrire et puis vous prenez le pack en entier. C'est ça, pour écouter le podcast, il faut la petite bière sur le côté et le boire en même temps. C'est vrai, il faudrait que j'y pense, à faire des packs avant... avant la sortie. Allez, santé à vous. On l'a déjà bu. Alors, je suis agréablement surpris parce que je pense que tu l'as évoqué tout à l'heure et de nouveau sur le site internet. Je pense que vous parliez d'une amertume assez marquée et moi je l'ai dit déjà 1164 fois. L'amertume un peu trop forte, bon, moyen, je goûte. Et là, franchement, c'est super bien balancé, c'est super agréable à boire. Donc, c'est l'amertume du houblon et l'amertume aussi du malt torréfié. Hein. C'est un peu un mélange des deux amertumes. Ouais, mais quand même bien balancé. Et ça... Ouais. On a comme le côté sucré, enfin, qui revient du malt, qui équilibre quand même pas mal la bière. Mais ici, on est sur une version, on va dire, médium. Il y a souvent deux versions de Albir, une light, une beaucoup plus amère, beaucoup plus foncée, beaucoup plus... légèrement plus forte. Oui. Ici, on apporte les deux, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que on a, alors je sais pas si je m'exprime bien, mais comme la gourmandise du malt, de la céréale. Après, c'est quand même relativement sec. Ouais, c'est vraiment le but. Ouais. Et là-bas, c'est encore plus sec que là. D'accord. Ici, on est à 5,5 et là-bas, en général, il est entre 4,8 et 5,2. Quoi. On voulait quelque chose un peu plus costaud quand même. Quoi. Ouais. Ben, en tout cas, vraiment chouette. De nouveau, je l'avais pas goûté. Moi, de votre brasserie, je dois être transparent. J'avais goûté que la première, la Mascafia, mais vraiment chouette. Et je te dis, je vous dis, j'ai eu des crêtes, on va dire comme ça, par rapport à l'amertume, mais très 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 chouette.
Maintenant que vous brassez sur vos propres installations, c'est quoi les plus grosses contraintes quand on monte sa brasserie? Est-ce que le choix du matériel en fait partie, par exemple? Oui, bien sûr. Ouais. C'est dur de savoir où on va se diriger, puis les prix. Et c'est ça qui manque un peu dans notre formation microbrasserie, vers quel matériel, fournisseur se tourner en fait. Oui. On apprend à brasser, ok, mais on n'apprend pas à se lancer en pro. Et ça, on a eu du mal. Bon, heureusement, on a eu des conseils par-ci, par-là. On a pu en parler avec d'autres brasseurs. Et c'est comme ça qu'on s'est dirigé vers Enobir, en Italie, pour acheter notre matériel. D'accord. Mais au début, on ne savait pas du tout quoi faire, en fait. On savait qu'on voulait l'électrique, parce qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, le plafond est assez bas. Alors, au gaz, c'était un peu limite. Oui. Et en électrique, le choix est plus limité, quoi. C'est ça. Et vous avez quand même réussi à trouver en européen. Oui. D'accord. En Italie, on a fait un petit voyage à Florence. Je connaissais une personne qui avait déjà ce matériel-là. Puis Tetra a racheté ce matériel-là. Alors j'ai pu aller aussi brasser avec eux et voir comment répondait la machine, quoi. D'accord, ok. Lio et Benoît. C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous étiez avec eux en formation, ouais. On a failli acheter leur machine. C'est vrai. On était tous les deux sur le coup. Et au final, c'était au gaz, on l'a pas prise, mais on s'est retrouvés au même endroit, à la même vente. Et en fait, ils sont passés après nous et ils ont vu sur le frigo du monsieur la Mascafia. Ils se sont dit, oh, ils sont passés avant nous. Ça a bagarré. Non, parce qu'on voulait électrique et c'était en gaz, donc on a passé notre chemin. Ouais. Et parce que là, je parle des désavantages, mais est-ce qu'il y a des avantages aussi à brasser chez soi? Je suppose que c'est plus confortable. On peut descendre en pyjama, on peut prendre la densité. Ça mais bon, c'est vrai que prendre la voiture, ouvrir une brasserie, ici on descend. On n'a pas de loyer. Surtout ça, en fait, on n'a pas de loyer. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un truc où on s'est posé la question où. Et grâce à la maison qu'on a, on a pu faire un brasserie dans le garage, quoi. Ouais. Alors, pardon, je souris bêtement en te regardant, mais c'est parce que depuis que Katia a dit en pyjama, j'ai l'image du pyjama et des bottes, tu vois, pour brasser. Donc, j'étais à la mauvaise page dans mes notes. Je ne sais pas si vous voulez bien en parler, mais par exemple, à quel rythme brassez-vous pour l'instant? Et est-ce que vous avez des prévisions de production, ou est-ce que vous avez plutôt des limites de production Là, on a un petit planning tout gentil. Pour l'été, qui est un peu plus chargé. Pour l'été, donc on y voit à 2 mois, peut-être 3 mois, oui. En fonction aussi des événements pour lesquels on va participer. Mais on brasse entre 2 ou 3 fois par mois, maximum. D'accord, oui. Car limite de fermenteur aussi, je suppose. On a 3 fermenteurs, on a 3 fermenteurs. Et une cuve de sucrage maintenant. Oui. Parce qu'avant, on utilisait un fermenteur en cuve de sucrage. Maintenant, on a réadapté un 4e. C'est-à-dire qu'on peut remplir 3 fermenteurs et faire 3 bières en un mois. Avant, c'était limité à 2. Ouais. Ce qui est déjà un bon rythme. Et après, il faut voir par rapport aux ventes, par rapport à nos événements. Un fermenteur dans le salon bientôt. On perce le plancher. C'est pas loin. Comme je vous suis sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner. Je le répéterai tout à l'heure, mais j'ai pu voir que vous aimez voyager. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, vous revenez de New York. Est-ce que ces voyages sont des sources d'inspiration, et est-ce que vous allez vous nourrir de la culture craft à l'étranger? Oui. Ouais, pas mal. Parce qu'en fait, on a fait d'autres voyages aussi qu'on n'a pas mis sur les réseaux, mais on est parti au Costa Rica, en Islande, et même au Costa Rica, on a une grosse influence américaine. Et aussi du Soldorf, ça a vraiment été une petite claque, parce qu'on a vraiment vu comment Portugal aussi, c'était vraiment bien. Il y a vraiment une scène craft qui commence vraiment à bien évoluer. Et alors, j'ai une question complètement idiote, mais 2 brasseurs qui se marient et qui partent en voyage de noces, qu'est-ce qu'ils font en voyage de noces? Ils goûtent quand même des bières aussi, ou voyage de noces, c'était complètement rien à voir. C'était un safari, alors c'est plus compliqué. En Afrique, on en a cherché, mais on en a goûté quand même des lagers. Il y avait une lager qui était bien.
Une lager. Pardon, j'étais en train de boire en même temps, je vous écoutais. Donc une lager, mais on en parlera tantôt par rapport à un festival et d'une brasserie du Ghana. Alors je sais pas où vous avez été, évidemment. En Tanzanie. Tanzanie, oui. Mais voilà, enfin, on en reparlera tout à l'heure du Ghana. On arrive, tu le sais puisque tu écoutes le podcast, pardon, à ce fameux jeu loufoque. C'est toujours aussi loufoque. Ça va être aussi débile, je vous préviens. Allez, je lance le jingle. Alors, je dois bien vous avouer qu'au départ, quand j'ai fait le planning, le conducteur du podcast, je me suis dit je vais leur faire un style de jeu des amours, et puis j'ai trouvé ça tellement idiot. J'ai préféré faire ça l'autre jour à Lionel, je crois, et à Benoît, qui ne sont évidemment pas du tout en couple, hein, mais donc ici on va faire un autre jeu, c'est le tour du monde de mes envies. Donc, je vais vous dire des noms de villes. Alors, évidemment, j'ai pas choisi les grandes villes, j'ai choisi les petites villes à côté. Donc, d'abord, vous allez vous creuser un tout petit peu la tête pour voir où ça pourrait être. C'est pour un champion, en fait. Je vous avais dit. C'est mon jeu débile. Et après, je vous dirai quand même vers où c'est. Et vous me direz par rapport à la localisation, quelle bière vous imaginez brasser en revenant de là, et pas spécialement le style de bière, mais peut-être une épice ou une chose que vous metteriez dans la bière. Alors, je reviens de Boisbriand. Alors, je vais volontairement ne pas mettre d'accent parce qu'il y en a certains qui sont quand même un peu plus. Je reviens de Boisbriand et j'ai envie de brasser. Alors, Boisbriand, à votre avis, comme ça, tapez. Je suis sûr et certain que vous ne savez pas où c'est. On veut dire que c'est en France. Oui, en France. Pas du tout. C'est juste à côté de Montréal. Ah oui. Dans un pays francophone. Oui, quand même. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de brasser en revenant du Québec. De Montréal. Ce serait une brown ale au sirop d'érable, chose comme ça. Ah ouais. Ah bah ouais. Être, à mon avis, on sera à la source. Ouais. Et tu reviendrais avec un stock de sirop d'érable. On a déjà fait des bières au sirop d'érable, justement du Canada. Oui, j'avais été... tu vois, je croyais être original, vous l'avez fait avant moi. Même chose, pas d'accent. Hein. Je reviens de Marrickville. J'ai envie de brasser. Alors, Marrickville. USA. Ça aurait pu, mais c'est pas du tout ça. C'est même plutôt sur la carte à l'opposé. C'est à Sydney, juste à côté de Sydney. Et là, à part mettre des poils de kangourou pour être bien dans les stéréotypes, qu'est-ce que vous feriez en revenant de là-bas? Il y a pas mal de houblons australiens. Ouais. On pourrait faire pas mal de choses. Peut-être session IPA, quelque chose qui serait frais là-bas, quoi. Ok. Très aromatique. Après, comme ingrédient, sûrement plein de fruits que je connais pas et qui seraient intéressants. Ouais. Certainement, ouais. Je reviens. Alors celle-là, elle va normalement, rien que le nom va peut-être vous mettre sur le chemin de la réponse. Je reviens de Yao. J'ai envie de brasser. Ça doit être Chine, ça, au Japon. C'est le Japon, oui. C'est juste à côté d'Osaka. Okay. Bon, ça pourrait être une rice lager japonaise, hein, simplement. Mettre le riz en avant avec un petit riz torréfié, ça pourrait faire quelque chose. Hein. Ah, bonne idée, ça. Riz torréfié, j'ai jamais vu, en fait, je crois. Alors, riz, oui, mais torréfié, il me semble jamais avoir entendu. Pas torréfié, mais un peu plus caramélisé. Ouais. Je reviens de Hellerup. Ah, ça, c'est beau, Hellerup. J'ai envie de brasser. Hellerup, à votre avis? Quelque chose scandinave. Ouais, pas mal. Copenhague, juste à côté de Copenhague. Et là, vous aimeriez brasser quel style ou quelle épice ou quel ingrédient? Je connais pas du tout Copenhague, alors c'est un peu. Mais je sais pas qu'ils sont forts en IPA aussi. Ouais. Et ils font des trucs bizarres aussi avec certains animaux. Voilà. Ok, on va passer Hellerup. Je reviens de Burbank. Volontairement, c'est sans accent. Hein. Burbank. Alors, je vous le dis, le bank, c'est B-A-N-K, et à mon avis, ça se prononce beaucoup plus bank. Burbank. Et donc, ça doit être plus ou moins dans le pays d'où vous revenez. Ah, États-Unis. Ouais.
pas du tout le même côté, mais Los Angeles. Et là, vous avez eu des idées aux États-Unis Aux États-Unis, on a vu beaucoup d'IPA. Ouais. On n'a pas vu vraiment des trucs très spéciaux. Enfin, ce qu'on a goûté, il y avait un petit peu de saison, un peu de wheat beer, mais vraiment des ingrédients très spécifiques qu'on n'a pas spécialement vus. Ouais. Alors à Los Angeles, pareil qu'une star, brassée. Avec une star. Pas brassée avec un connu. Ils vont pas être contents. Non, l'ingrédient, vraiment, Los Angeles, je ne sais pas vraiment dire. Ils sont en plat doublon intéressant. On n'est pas obligé de trouver à chaque truc, hein, parce que... Une IPA, quoi. Ouais, je pense que... On resterait là-dessus. Volontairement... Comment ? Il est dur ton jeu. Ouais, je sais. Allez, plus que 3. Il y en a une, c'est le Ghana. Il l'a déjà dit. Non, elle est pas dedans, Ah, non. Non, c'est pour plus tard, pour un festival dont je dois vous parler. Se gratte ou s'égratte ? Tu connaissais les Vélavant ou... Absolument pas. Ça va. Alors, les grosses villes à côté, oui, mais je te jure, j'ai pris Google Maps pour aller voir. Ok, d'accord. Ah là, ça, c'est à côté de Milan. Italie. Ouais. Justement, on a goûté pas mal d'Italian Pilsner en New York. D'accord, oui. C'est une belle affluence. Je sais pas, beaucoup de restaurants italiens, ils servent Oui. ça. Et justement, ça m'intéresse vraiment. Je pense que c'est des maltes vraiment maltais en Italie. Ok. Et je suis vraiment intéressé à ça. Parce que j'en ai goûté 2-3 vraiment très bonnes. Et Grape Ale, ça... Oui, Grape Ale, c'est vrai, ouais. J'aurais dû penser à ça. Ah ben non, c'est vrai mais... que oui, Grape Ale, ça pourrait être un style aussi. Ouais. Ben voilà, c'est peut-être trop cliché pour le dire, mais pourquoi pas. Alors, je reviens de Thann. Alors Thann, c'est T-H-A-N-E. Et vous avez envie de brasser. Alors, sur la carte, c'est à l'est pour vous. On va dire que la population est fort dense dans ce pays-là. En Chine En Et Inde ouais, c'est à côté de Bombay. Ok. Alors là, quand j'ai créé le super jeu qui ne restera pas dans les annales, j'ai de suite pensé aux épices. Je sais pas pourquoi. Des épices. au curry, Mais ouais. Bière au curry, ça existe, mais je sais pas comment. Est-ce que c'est concluant? Ouais. Ça, c'est un autre problème. Et alors la dernière, c'est Sarandi. Et même chose, toujours pas d'accent. Là, on est un peu plus au sud de votre dernier voyage. Amérique centrale, Amérique du Sud. Même encore plus, ouais. Allez, au top dans le tas. Argentine. Et c'est parfait, c'est juste à côté de Buenos Aires. Et est-ce que vous avez quelque chose qui vous tenterait en Argentine ou qui vous vient Je me demande s'ils sont pas du boulot argentin, parce qu'on est un peu dans la limite. Je me demande s'ils font pas pousser là. C'est un truc de là-bas. Ouais. Il faut regarder Mérida. Ouais, mais c'est vrai. Je pense qu'on est vraiment. T'as raison, ouais. Chili, mais peut-être que vraiment tout en dessous, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec des houblons argentins. Eh ben voilà. Eh ben, vous avez relevé le défi. C'est ce qu'on pouvait. Hein. Ouais, ben, il était pas facile celui-là, je le reconnais. Allez, petit jingle et puis on revient à la discussion autour de l'invité. Et alors, j'ai fait une petite fête comme ça, fête de corps, parce qu'on ne va pas faire la discussion autour de l'invité tout de suite. On va aller vers la prochaine bière. On va la découvrir ensemble. Et cette bière, alors si on prend bien celle-là, m'a inspiré la poésie. Une des dernières arrivées dans votre gamme. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, mais en même temps délicatement, tout comme son nom le suggère, la nuagerie. Elle est pas belle la présentation, franchement. Oui, magnifique. Je me suis appliqué. Donc la nuagerie, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est comme style et vers quoi on va aller? C'est une réinterprétation du style Goose. Oui. Mon style préféré. Oui, c'est la bière qu'on a le plus fait en fait à la maison. D'accord. Qu'on a fait même pour notre mariage, parmi plein d'autres. En fait, on a découvert la levure Philly Sour. Oui. Qui permettait, avec une levure sèche, de faire un brassin un petit peu acide. D'accord, oui. La levure va créer de l'acide lactique, oui, acidifié, et après à fermenter. Et ça nous permet en fait de ne pas faire des autres systèmes comme le Kedal Sour qui prend pas mal de temps, ou avec des bactéries, ou c'est ça, oui. avec des brettes par exemple. Et oui. ça reste plus ou moins sec. Il faut quand même faire un bon nettoyage derrière. Oui. Et ça permet de créer une petite acidité. Mais on n'est pas sous une acidité de l'orbic ou oui, voilà, de Kedal. C'est subtil. Oui.
je me réjouis de la goûter. Parce que ce sera un peu moins acide que tu penses. Voilà. Ben, je me réjouis. Après, je te dirai si si j'aime ou pas. Quand je vois ta cave, le Oui, oui, il faut pas se fier à ça. Je goûte plein d'autres choses aussi. Donc la nuagerie. Alors c'est à ça que je voulais arriver tout à l'heure. Je suis aussi amoureux de l'étiquette. J'aime beaucoup cette étiquette. Alors c'est peut-être mon côté amoureux de la géométrie ou des formes comme ça, une à côté de l'autre. Alors c'est une fenêtre. C'est une photo en fait. Dans laquelle on a changé un peu les couleurs. Oui, c'est une photo normalement avec un ciel bleu et des nuages blancs. Et donc on a changé des couleurs. Mais c'est une vraie photo qui vient aussi de Cherat, on dirait pas. Mais c'est une photo du charbonnage, en fait, de l'intérieur du charbonnage. De l'intérieur du charbonnage? Oui, C'était fait en urbex par la cousine de Katia qui a pris des photos. D'accord. Et elle nous a donné une base de données de photos et celle-ci, on a vraiment craqué. Moi, je la trouve terrible. On l'a utilisée plusieurs fois pour les bracelets à la maison. On a des versions violet, bleu, etc. Oui. Côté violet, on aimait bien. On trouvait que ça changeait un peu. Oui. Et ce qui est bien, c'est toujours une histoire derrière, c'est que c'est réellement Asherat, quoi. Mais alors, pas tapé aux yeux comme les deux autres. Vous me l'auriez demandé d'où ça vient. J'aurais jamais dit Cherat, je vous le dis. Oui, c'est caché. Mais je sais pas, c'est cet assemblage de formes géométriques avec la fenêtre qui est ouverte là. Enfin, je sais pas, Ça fait un peu aussi une ouverture à autre chose. Oui, c'est vrai. Bah, en plus avec le ciel et tout ça. Ouais, franchement. Nuagerie. Rien que le nom. Vous m'avez touché, là. On a cherché longtemps. On pensait le nuage. On était longtemps sur nuage. D'ailleurs, on en parlait à nos potes. On vous préférait nuage ou nuagerie. Ils ont tous dit nuage. Et nous, on n'était quand même pas convaincus. Et on s'est dit, tant pis, on l'appelle quand même nuagerie. Eh ben, sachez que si vous me l'aviez demandé, j'aurais dit nuagerie. Voilà. Et je vais revenir sur l'autre. En fait, c'est aussi qui reste. En fait, tout vient de Cherat. D'accord. Mais c'est bien ça. L'aube, c'est quand je vais travailler le matin et chaque fois je râle parce que le train passe et que je vais attendre et en même temps je vois le soleil qui se lève. Quoi. Ouais. C'est ce que ça s'appelle aube. Mais tout est lié du coup et même à la région. Ceux qui connaissent Cherat, ils reconnaissent l'endroit tout de suite. Et alors moi je connais Cherat de nom, mais c'est vrai que je ne connais pas tous les paysages et l'autre encore moins à l'intérieur du. Oui, celle-là par contre il faut le savoir. Ouais. Et normalement ça devrait conduire chez nous. C'est une genre de carte de chemin. Oula. C'est possible en fait. Si on met dans le bon ordre, on arrive chez nous. Dans le futur, on arriverait chez nous. Ça c'est un jeu de piste. C'est bien ça. C'est une bonne idée. On va les placer sur la carte. Voilà, ouais, mais normalement, t'arriveras chez nous. Eh ben, je propose le jeu. Alors, n'allez pas ennuyer Eric et Katia chez eux, mais est-ce que je peux te tendre le verre et faire encore le... En plus, le verre d'avant, je l'ai resté moi-même. Là, je ne reste même plus mon verre. C'est honteux. Là, le bière qui est juste avant. Oui, à mon avis, dans la gauze, on ne doit pas retrouver un petit côté torréfié. Merci à vous pour le service, en tout cas. Oh là 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 là. Il met toujours près du micro. Ouais, c'est bien. Ça Merci à toi. Ce genre de bière là, ça m'inspire l'été. La terrasse de, c'est fruité, citronné. Alors vous n'allez peut-être pas la décrire comme moi je la décris, mais. Citronné, ouais, t'as raison, c'est vraiment ce qu'on sent en premier. Ça. Ouais. Et puis t'as un petit dry hopping aussi de houblon allemand, mais assez aromatique. On a le Mandarina Bavaria et le Solero. Oui. Solero qui a houblon qui donne un peu des notes de fruits tropicaux, ce qui est rare dans les houblons allemands. Et mais un léger dry hopping, parce que la levure apporte quand même beaucoup. Et on voulait pas aussi trop casser le style en mettant trop de houblon. Il y en a un petit peu pour vraiment rehausser la levure, mais pas non plus pour la mettre la cacher. Quoi. Oui. Et alors, si je ne me trompe pas, si je remonte dans mes cours et dans mes connaissances, dans la gauze, il y aura encore bien un petit côté salé. C'est ça. Un petit côté salé. Qu'on a rajouté nous-mêmes, évidemment. Oui, parce qu'on n'a pas l'eau. Voilà, c'est ça. Salée.
Et donc vous rajoutez un sel particulier Du sel de l'Himalaya. D'accord, ok. Sel rose. Ouais, sel rose. Ok, chouette. Ben écoutez, on va goûter, parce que j'ai mon nez dedans, mais j'ai envie de goûter. Santé à vous. Hein. Alors, entièrement d'accord avec toi, c'est pas acide comme un lorbeek ou une gueuse ou quoi. Mais par contre, ça titille juste ce qu'il faut les papilles sans. C'est un peu sûr en fait. Oui. Un peu sans les séparer sans les séparer de l'acidité. Ça vient juste chatouiller les papilles et c'est parfait. Je retrouve quand même ce côté citronné au goût, mais c'est ma perception à moi. Mais le houblon aussi apporte. Les deux combinés, on a comme le rappel de citronné dans son goût. Quoi. Par contre, là je suis totalement honnête avec vous, le petit côté salé, je l'ai un peu moins que le côté acidité. Ouais, normalement, tu ne dois pas le sentir, c'est juste en bouche, tu as une perception, c'est quelque chose que tu connais, n'a pas l'habitude de la bière en fait, qui t'assèche un peu plus. Bah, si tu mélanges peut-être un peu. Ouais, mélange un peu dans ta bouche. D'accord. Et là, tes papilles vont être plus sensibles au sel. Tu vas peut-être le goûter. Alors, je sais pas du coup si c'est le sel, mais j'ai toujours ce petit chatouillement qui, pour moi, est plus le côté acidité que sel. Mais voilà, très bon. Mais moi personnellement, je ne perçois pas le sel. Mais et c'est dommage parce que chaque fois qu'on dit voilà, une gose, c'est une bière acide et un peu salée, on insiste toujours sur le léger. On a beaucoup de gens qui font la grimace. Oh, salé, non, c'est pas pour moi. Ah oui, non. Alors qu'on n'y est pas, quoi. Enfin... Ouais. Non, mais après, je peux boire ça toute une soirée sur une terrasse. Alors, pas en hiver, évidemment, maintenant qu'il fait bon. C'est pour ça que c'est la gamme de l'été. Oui, c'est une éphémère. Mais on va justement en parler un tout petit peu plus tard de ces gammes-là. Où est-ce que j'en ai été, moi, dans... Je ne pense pas vous avoir posé cette question-là. Pardon, j'ai laissé un petit blanc, mais je ne savais plus où j'en étais dans mes notes. On vient de voir en partie avec vos voyages, mais c'est quoi votre processus de création d'une nouvelle bière ? C'est selon vos envies, ou vous sondez plutôt ce qui se passe sur le marché en voyant ce qui se fait dans d'autres brasseries, ou c'est vraiment vos découvertes de voyage ou un peu de deux en fait. Oui, je pense que c'est un mix, mais c'est aussi surtout des bières qu'on aime bien. C'est ça. Oui. On est vraiment sur des bières qu'on a envie de proposer. Genre la bière, c'est une bière qu'on adore, que les gens ne connaissent même pas. Alors c'est pas vraiment un côté marketing pour la bière. On avoue que on se dit pas que celle-ci va plaire à tout le monde. Mais ce qu'il y a, il y a rien à faire dans une brasserie. Alors si on ne fait pas ce qu'on aime, je pense qu'on ne fait pas spécialement de bonnes choses. Et à l'inverse, si on fait des choses qu'on aime par-dessus tout, mais qui ne plaît pas au public, on ne vend pas sa bière. Donc c'est vrai qu'il faut probablement un mix entre les deux. Mais après, je pense qu'il n'y a rien qui est écrit et qui doit être suivi à la lettre. Surtout on fait et on voit. Au départ, on choisit plus des bières qu'on va aimer, et puis en effet, si on se rend compte que la bière, par exemple, elle marche pas du tout, à un moment donné, on va plus la faire. Mais ça rejoint du coup. On la fera moins, on continuera. Il est amoureux de sa bière là. Il faut un peu faire goûter simplement. Ouais. Passer les préjugés en fait. Elle marche très bien au festival en fait. Ça rejoint un peu la question suivante. Du coup, dans le futur, est-ce que vous aurez une gamme permanente et une gamme éphémère ou des gammes éphémères La Bacon va rester. C'est un peu le produit phare, c'est le produit qui est plus facile d'accès. Oui. Simplement. La bière, j'aimerais bien qu'elle reste dans la gamme aussi. Mais on doit un peu la faire découvrir un peu plus. Il y a beaucoup d'a priori dessus. Mais pourtant, c'est une bière très facile d'accès. Mais voilà, après, un peu ce qu'on a fait, on est arrivé en été. Alors voilà, des gens associent l'ambré à plus l'hiver. Oui, c'est ça, oui. Donc, mais après, encore une fois, rien n'est écrit. On peut très bien avoir une gamme qu'on dit fixe pour le moment, et dans un an, on va l'abandonner. Et l'inverse, on peut dire c'est une éphémère et qu'elle continue.
On se met aucune limite, on se met aucun plan à long terme. Oui, il y a déjà plein de brasseries qui ont eu des éphémères et puis elles marchaient tellement bien qu'elles est rentrée dans la gamme. La Chimay Bleue était une éphémère au départ. Ouais. Voilà. Bière de Noël. Ouais. Je vois souvent que vous êtes présent dans des fêtes, des festivals et des salons dédiés à la bière. Vous aimez aller à la rencontre des gens, c'est un plaisir pour vous de faire ça? Oui, ça c'est. Surtout chouette. Maintenant qu'on a notre brasserie, qu'on peut vraiment parler de notre produit et expliquer tout de A à Z, quoi. Les gens sont plus curieux en fait aussi. Mm-hmm. Et vous voyez une différence peut-être par rapport, je sais pas si on peut parler de région, mais ou de festival, les gens s'intéressent plus. Est-ce qu'il y a des entre guillemets Monsieur Tout le Monde, sans être péjoratif, quand on est dans des petites fêtes de village, oui, forcément, c'est plus des gens qui viennent découvrir, qui ne connaissent pas, ou des gens, oui, moi j'aime pas trop la bière, je veux bien goûter, mais bon, voilà, c'est plus ce genre de public. Oui. Et puis à côté, il y a Rhizome, où là, on avait beaucoup plus de personnes qui s'y connaissaient. Qui faisaient le tour des stands, qui buvaient peut-être qu'un verre. Il y en a certains qui brassaient aussi, qui sont venus à notre rencontre. Qui avaient des blogs un peu ou pas comme, qui fait pas de podcast, mais qui ont des blogs sur la bière. C'est ça, voilà. Oui. Vous retrouvez de temps en temps des gens, parce que j'en ai déjà reçu ici dans le podcast, des gens d'Instagram comme ça qui... Oui, qui prennent des photos, beaucoup sur un tab aussi. Oui, c'est ça, ouais. On voit directement les notes, ça qui est bien. Mais justement, alors ça, c'était pas dans mes notes, mais tu l'évoques. Vous pensez que c'est une bonne chose, ça, Untappd? À moitié, enfin, ça peut être bien et pas bien. Ça dépend. Ouais, moi, j'y suis pas. Je trouve que c'est dommage de ne jamais, quand on aime une bière, de ne jamais mettre 5. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Oui. De jamais mettre le maximum parce que c'est comme si on attendait la bière, la bière parfaite. En fait, mais en fait, non, si sur le moment tu l'aimes bien, bah, mets 5. Ouais. Enfin, je trouve que des notes comme ça, faudrait plus mettre j'aime ou j'aime pas. Oui, mais c'est toujours le après, c'est compliqué. C'est aussi simplement. Moi, on m'a dit par exemple une note que la gousse était trop IPA. Après, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais en fait, c'est le vrai. Je l'ai déjà dit 1000 fois. En fait, je me répète, ceux qui m'écoutent régulièrement vont dire que je radote, mais c'est vraiment ça. En fait, alors déjà, tout le monde dit ce qu'il veut. Enfin, Monsieur Tout le monde peut donner peut donner son avis et pas toujours forcément le bon. Après, il y a plein de gens qui sont très compétents, il faut prendre aussi en compte. Ouais, et au-delà de compétents, qui aiment ça et qui sont très justes dans leurs écrits. Mais voilà, c'est ce que je trouve dommage par rapport à ça, c'est les travers où quand une brasserie n'a pas toujours des bonnes notes, les gens, ceux qui utilisent Untappd ne vont même pas dans ce sens. Voilà, c'est ça. D'aller goûter que les bières qui sont bien notées. Oui, ça c'est vraiment dommage, quoi. Il faut jamais. En général, quand j'ai une brasserie, je ne regarde pas la note d'Untappd avant. Mm-hmm. Oui. Il y a beaucoup qui font ça et qui vont même pas aller dans cette brasserie-là parce que. Ou même être influencé, voir une note mauvaise, se dire bon, je vais quand même la goûter, mais de garder à l'esprit, il y a des gens qui ont trouvé qu'elle était pas bonne, c'est dommage en fait. Il vaut mieux ne pas trop regarder avant. Je ne sais pas si tu te rappelles, Eric, quand on faisait les dégustations en formation, c'était évidemment génial de pouvoir partager avec les autres. Tiens, moi je ressens ça, parce qu'on n'a pas forcément la même perception chacun. Par contre, quand quelqu'un dit une chose, on a tendance à accentuer ce truc-là. Et justement, dans les panels de dégustation, là, quand ils font les dégustations qui sont tous isolés dans leur petit coach, là, je sais pas comment on appelle ça, dans leur isoloir, là, on fait exprès justement de ne pas mélanger les gens et cet esprit de se faire d'abord son impression et puis après là je trouve ça c'est bon après dans une dégustation c'est chouette de dire voilà comme on le fait ici, moi je trouve ça un peu moins ça, c'est chouette aussi mais je sais pas, juger ou ne pas aller acheter une bière par rapport à ça, voilà, moi ça me refroidit un petit peu. Après mais non, depuis qu'on a une brasserie je note aussi autrement, parce que je me dis qu'il y a des gens derrière qui vont faire des fois une erreur et j'ai pas envie de les mettre dans la catégorie, ça peut arriver à tout le monde en fait.
Et c'est vraiment ça. S'il n'avait pas cette influence sur la personne qui travaille, j'aurais peut-être pas le même discours. Ici, je trouve ça dommage si ça influence le travail de quelqu'un, de donner cette importance à cette application-là ou d'autres. Hein, mais bon, c'est celle-là quand même la plus connue. Ouais. Voilà, c'est ça qui me refroidit un tout petit peu par rapport à... On n'a jamais eu des notes pour nous rabaisser, genre des heures, etc. Oui, c'est vrai, on n'a jamais eu ça. Voilà, mais c'est vrai que si, imaginons, il y a un brasseur raté de nous ou notre brasserie, qu'on est saqué, voilà quoi. Oui, mais en fait, que ça sera plus difficile à vivre. Maintenant, il faut essayer de passer aussi au-delà de ça. C'est comme tous les sportifs, comme tout, voilà. En fait, je pense aussi que... j'ai facile de parler, je ne brasse pas, mais je pense qu'il faut rester humble aussi. Et parfois, quand on fait un brasset un peu moins bien, on peut se dire, celui-là était moins bien, et puis c'est tout, on passe à autre chose. C'est pas ça qui définit la brasserie. Et contrairement à une brasserie industrielle qui doit faire tout le temps la même chose, une brasserie artisanale, c'est un peu ça aussi. C'est d'évoluer et de faire probablement mieux à chaque brasset, ou en tout cas retrouver ce qu'on voulait faire. Mais enfin voilà, je parle toujours beaucoup quand on parle de table. Maintenant, je suis un peu plus tolérant. En général, si quelque chose ne me plaît pas, je vais quand même regoûter, quoi. Et je trouve qu'il faut faire ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Pas se rebrasser à l'autre. Ouais. Alors, je ne sais pas si je vais trop vite en besogne, mais la question suivante m'aurait peut-être permis de parler de la prochaine dégustation. Mais je ne sais pas si vous voulez la prod directement ou si on attend encore un tout petit peu. Déjà fini, je suis ravie, là. Tu sais quoi, je te fais sortir et je bois mon dernier petit coup avec toi aussi. J'aurais peut-être un plus petit verre. La prochaine dégustation, c'est une bière qui vient de sortir. Ouais, Noël. Alors quand j'ai écrit le podcast, elle n'était pas encore sortie. Maintenant elle est sortie. Donc c'est la Paradox, une session IPA, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler 2 mots? C'est une des éphémères déjà. On va peut-être la faire 2 fois cet été. Ok. Et on a utilisé de la poudre Fantasme qui est tout nouveau. La fameuse. Parlez-nous de ça. Et en Fantasme fait, powder. La peau de raisin de Sauvignon blanc déshydraté qui est cultivée en Nouvelle-Zélande. C'est un produit pas facile à avoir et qui doit, avec certaines techniques de brassage, faire sortir des notes de houblon qu'on n'a pas normalement. Qu'il faut faire sortir le côté, tout ce qui est tilleul, qui est moins présent en fait dans sa composé de houblon qui est moins présent. Oui. Peut-être à 1%, enfin, je chiffre comme ça. Et en fait, ça va peut-être rehausser, c'est-à-dire qu'un citra va peut-être être différent. Ok. Ça. Et ici, justement, on a pris Simcoe Nelson Sauveur et on a des notes de moins d'agrumes. Enfin, normalement, citron, c'est assez agrumes, un peu berries, comme ça. Oui. Et là, on a vraiment la pêche et les fruits blancs. Enfin, et plus un de peu mangue aussi. Un peu mangue. Ok. On utilise souvent le Simcoe et là, j'ai l'impression d'avoir d'autres choses, peut-être grâce à ça, quoi. Ok. Et vous êtes tombé comment sur cette... Sur Internet. Je lis beaucoup d'études sur un gars qui s'appelle Scott Janisch, qui a écrit un livre sur les IPA, et qui a sûrement 3 ans d'avance avec la Belgique. D'accord. Fantasme, il l'utilise depuis 4 ans chez eux aux États-Unis. Et je suis un peu ce qu'il fait, et je me suis dit, c'est cool, faudrait essayer. Et puis j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait. Puis j'ai retrouvé une autre personne qui le vendait en plus gros. Et on s'est dit, on va essayer. Enfin, on verra bien ce que ça donne, quoi. Ah, ça c'est l'avantage des... J'aurais jamais fait ça en 30 hectares. Ah oui. Voilà, c'était la première fois. Et c'est la seule bière qu'on a fait, qu'on n'avait jamais brassé en amateur avant. D'accord. On n'a jamais eu ce produit, c'est tout nouveau. Oui, Déjà, pour l'avoir, c'est un peu galère et c'est assez cher comme produit. Oui. Alors, voilà. C'est pas genre de bière qu'on aurait dans une gamme fixe pour le moment, quoi. Ouais. Et donc, ceux qui veulent la goûter, donc elle est disponible Oui, elle est sortie. Il y a déjà quelques magasins qui ont été livrés. Ok. Donc, ok, pour goûter. Ruez-vous sur toutes les bières d'ailleurs, mais sur la nouveauté. En parlant de nouveauté, est-ce que il y a déjà dans votre tête des prochaines, sans révéler si vous ne voulez pas le révéler, mais est-ce qu'il y a des prochaines recettes qui arrivent? Le problème, c'est qu'il y en a trop. On doit un peu me stopper. Oui. Voilà. Moi, je suis le frein. C'est vrai. Écoute, on va laisser passer l'été avec les 2 éphémères déjà et on verra à la rentrée, octobre, novembre. Là, à mon avis, on ressortira
peut-être une éphémère d'automne-hiver ou peut-être une fixe. On verra. Une bière avec quelqu'un d'autre. Peut-être une petite ça vient juste collab après. aussi. Ouais, ça vient justement après. C'est possible. Ouais, voilà, mais là, on va déjà. Je trouve que on a commencé en février, on a déjà 4 bières. Je trouve qu'on est déjà bien. Ouais, non, c'est vraiment On n'a pas trop envie de perdre les gens avec trop de produits aussi. Oui, voilà. Et puis je pense. S'habituent aussi à une gamme. Il y a les magasins là, leur rayon est complet. Oui. Et en parlant de ce roulement et justement, on a parlé tout à l'heure des étiquettes. Je vais vraiment parler dans votre sens avec ce que je vais vous dire. Je vais un petit peu vous attaquer là. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est important d'avoir une identité visuelle dans les étiquettes? Nous, c'est vraiment méga important parce que j'adore l'Ermitage, j'adore ce qu'ils ont fait avec Chrome. Oui. J'ai vraiment une grosse influence via eux. J'ai pas envie de faire comme eux, mais je me suis dit, on a un poster de leurs étiquettes dans le salon. Et en fait, c'est un peu grâce à nos brasseries que j'ai aimé les bières. Tout ce qui est bière houblonnée, à part les étrangères, quand j'ai commencé à goûter vraiment les IPA, avec la lanterne et la chute libre, je me suis dit, waouh, c'est quand même top, quoi. Oui. Et c'est parce que je suis honnête, je vous dis ce que j'en pense. Si je suis devant rayon, si maintenant je connais vos étiquettes, mais je ne vais pas me dire tiens celle-là je la connais pas, mais c'est Mascafia. Oui, c'est vrai. Après les deux premières, ce sont quand même des dessins, toutes les deux. On a quand même la patte de la graphiste. On reconnaît quand même son dessin. Après les éphémères, c'est des photos. Parce que, voilà, comme on expliquait tout à l'heure, les bières éphémères, on va pas les sortir toute l'année, et donc on va pas payer 3000 étiquettes. Oui, je comprends bien. Et donc, comme ça coûte plus cher à faire en termes d'étiquettes, on ne demande pas de création de dessin, c'est juste une photo qui est retravaillée, Et donc, dans ce cas, ici, après, on a 2 autres bières qui arrivent derrière avec plus une photo. Oui. Mais après, indépendamment, je trouve vos étiquettes super. Hein. C'est juste, je m'imagine toujours, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé en off avec plein d'autres personnes. C'est juste, tu vois, quand tu arrives dans un supermarché ou même chez un spécialiste en bière où il y a un étalage complet de bières, c'est vrai que parfois c'est facile comme la source ou quoi. Ouais, c'est ça. On reconnaît super vite. On reconnaît directement. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est aussi des graphistes qui travaillent 100% pour les brasseries, c'est pas qui ont le temps aussi de développer. Nous, pour le moment, c'est juste nos petites idées qu'on met sur un petit dessin. Des idées qui viennent comme ça, et puis. Mais pour la gamme fixe, normalement, on va reconnaître comme la patte de chaque fois. Je sais pas, ça voit un petit peu comme le style du dessin. Mais oui, ce qu'il y a, c'est que je trouve que sur la back home, alors je mettrai toutes les photos sur les réseaux sociaux. Je trouve que sur la back home, on identifie assez fort. Sur l'eau, déjà la couleur est plus sombre. Donc ça ressort peut-être un peu moins. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voulait, parce qu'au départ, on est parti sur un truc un peu flamboyant, très comme le feu, comme s'il avait été en feu. Oui. Et on s'est dit, on va peut-être pas cramer le rate. Mais j'avais envie, on avait envie vraiment d'un truc un peu comme l'aube, en fait, simplement. Oui, tout à fait. Oui, sombre. Ça colle au nom, hein, c'est pas le problème. Et je vous dis, c'est absolument pas une critique par rapport aux étiquettes, parce que je les trouve vraiment belles. C'est vraiment juste l'identité de se dire, ça, de l'Ouest, c'est Mascafia, quoi. Mais sinon, non. Par le dessin, oui, on essaye d'avoir une dans identité. La gamme fixe, ça va vraiment se ressembler. On retrouvera la patte. Il sera toujours Chorat, en fait. Oui, il y a aussi ça. Après, c'est vrai que celui qui ne vient pas de Chorat ne reconnaît pas, mais. mais toujours quand même un endroit de Chorat. Il y aura peut-être aussi des gammes voyage ou des photos de voyage aussi, que ça pourrait être possible aussi. C'est une bonne idée aussi, ouais. C'est vrai. Par exemple, à New York, on peut très bien faire une photo dans le métro, par exemple. Mais... Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une photo avec ce t-shirt-là Justement, j'ai lavé, je me suis dit, c'est l'occasion. Si l'étiquette sort, je reconnaîtrai tout de suite. Il est marqué Sauer derrière, je sais pas si t'as vu pour toi. Ouais. C'est beau. C'était pas exprès. Mais à New York, c'était pour moi. Ah non, c'est pas celle-là. Sois honnête. Ah, mais il y en a une toujours pour toi à New York, on parlera peut-être plus tard. Mais... Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on goûte la paradoxe ? Allons-y.
Je vais rincer les verres. Hop, voilà. Les pauvres. Alors, Paradoxe. Session IPA, elle est à 4,9. 4,9. Et pour l'étiquette, encore une petite histoire. Ah. Un peu plus brève, on va dire. Explique-nous. On cherchait des photos pour les éphémères. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis sorti de la brasserie, j'ai fait une photo du buisson. C'est juste devant chez nous. Du buisson avec le lampadaire. le lampadaire. Et on l'a mis à l'envers, parce que Paradoxe, c'est tout ce qui est un peu... qui n'a pas de sens, je veux dire, qui est illogique. Ouais. On s'est dit, on va le mettre à l'envers. Et voilà, c'est une histoire plus courte, mais... Alors, ce genre de photo, tu pourrais faire ça avec n'importe quoi. Une clage de porte. Ouais, mais justement, un pied de chaise. ça pourrait être le fond de l'histoire. C'est ces clichés pris. je sais pas si tu connais un peu Harpeus, la brasserie. Oui, de nom, oui, je connais. Et pareil, eux, c'est des décors qui n'ont aussi rien à voir. C'est une barrière. Des fois, c'est au ciel, des fois, c'est... Des grosses fleurs. J'en ai d'ailleurs ici avec des grosses fleurs roses là. Et au final, je trouve ça méga top, mais ça n'a des fois pas de sens. Mais Ouais. Des fois, moi, je passerai en rayon, je ferai ça, je fais... Oui. je vais l'apprendre. Voilà, c'est un petit kiff. Ouais. On en a tout légèrement parlé il y a quelques secondes et je vous ai interrompu directement. Je ne sais pas si vous allez vouloir en parler, mais apparemment vous aimeriez faire des collabs avec d'autres brasseries. Avec d'autres brasseries je pense qu'on a ou autres. plein de choses encore à apprendre. Oui. Et ce serait bien de se mettre en contact, que ce soit de petites ou grosses brasseries. Ouais. Et uniquement avec des brasseries ou alors peut-être aussi des fois avec... Ouais, ça peut être quelqu'un, ou même des fois avec des magasins ou des... Oui, pour un ou avec événement, simplement. le comité du village Ça pourrait se faire qui aussi. veut une bière pour ses fêtes. Ouais. Mais je veux dire fournisseur de... Allez, on parlait de l'aide tout à l'heure, fournisseur d'épices par exemple. Est-ce que ça pourrait vous venir à l'idée de faire, je sais pas, au poivre de n'importe quoi? Oui, Hein. on pourrait. Ça pourrait, c'est pas vraiment à l'heure du jour, mais ce serait plus vraiment où il y aurait vraiment un échange de Brasserie. connaissances. Quoi. Ouais, c'est ça. Je retirais de là, je fais quand même, peut-être qu'ils auraient appris de moi ou de nous, et on aurait appris d'eux. Quoi. Je trouve que Tout à fait. pour certains styles, c'est intéressant. Quoi. Ok. Alors, cette paradoxe. Alors déjà, on est pour moi très fruité. Forcément amené par le houblon, je suppose. Et par le fantasme. Et par le fantasme. Aussi, ouais. Parce que justement, avec ce fantasme, on s'est dit, on va pas mettre trop de doublons. Pour avoir le premier lot, pour voir si vraiment il permet d'en mettre moins. Oui. Pour moi, l'aromatique, mais on peut encore faire plus aromatique. Je pense qu'on va un peu doser un peu plus la prochaine fois. Ouais. Est-ce que cette poudre-là doit faire apparaître aussi des caractéristiques du raisin en tant que tel ou pas spécialement, ça pousse simplement les arômes des autres? Ça devrait, mais ça pourrait être logique d'avoir un peu de notes de raisin. Oui. Et aussi, ça colore un petit peu la bière, parce qu'en fait, sur la pousse, c'est un peu la couleur cannelle. Oui. On est parti au départ sur une bière vraiment assez blonde. Et en mettant la poudre, on a vu un changement de coloration dans le fermenteur. Quoi. Déjà, oui, on a vraiment l'impression de saupoudrer de la cannelle. Ah d'accord, ok. Ouais. Ça se fait ça au Whirlpool. C'est vraiment quand on fait le tourbillon. Oui, c'est ça. C'est là où on a mis aussi les houblons et on a mis aussi autre hopping. Ok. Écoutez, sortez, on va goûter. Écoutez, très chouette. Par contre, si je peux me permettre, chouïa plus houblonné. Par rapport à l'idée que je me fais d'une IPA, alors peut-être session moins forte en alcool, mais l'idée que je me fais. Mais au nez, on a quand même le côté fruité. Voilà. Oui, ça manque un peu dans la bière. On pensait aussi que ce serait plus explosif grâce au fantasme. Ouais. Mais après, dans les dosages du fantasme, on était au minimum. Oui. Donc peut-être c'est ça aussi, parce que comme c'est une poudre chère, on s'est dit on va mettre le minimum.
Et puis il faut faire attention aussi quand on n'a jamais utilisé voilà. l'ingrédient. Et peut-être qu'on n'a pas assez mis doublon en pensant que ça allait un peu plus. Oui. Bah oui, c'est clairement le prochain brassin. Je pense qu'on va. Ouais, on va un peu pousser un peu plus. On a plus de fantasmes en plus que maintenant on a des paquets de 1 kilo. D'accord. Avant c'était par 250 grammes et voilà. Et c'était assez cher. Maintenant on a retrouvé un fournisseur en plus gros qui nous permet d'avoir des kilos. Quoi. Et je sais pas si vous voulez bien en parler, mais en termes de proportion par brasset, on doit mettre beaucoup de cette poudre-là. C'est entre 3 et 7 grammes. Et là, on a mis un peu moins que 3 parce qu'on a eu plus de volume avant ébullition. On est à 2,7, quelque chose comme 7, ça. Ouais. D'accord, ok. Après, voilà, on va augmenter le houblonnage et mettre un peu plus. Oui. Après, qu'on soit bien d'accord pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, elle est très très bonne. Hein. Oui, c'est juste qu'on s'attend à un peu plus. Un chouïa plus houblonné. C'est vrai qu'on n'est pas sur une mascafia américaine. Oui, exactement. Bah après, la mascafia, on a un houblonnage 10 grammes par litre. Mais, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça. Alors, je suis comment dire, défenseur sans être psychorigide, mais des styles. Et c'est vrai que du coup, quand j'entends Pale Ale et que c'est, j'exagère, je parle pas pour vous, mais ultra houblonné, et à l'inverse, t'as une IPA qui goûte un peu moins que la Pale Ale, c'est vrai que je me perds un peu dans le style. Maintenant, je continue à dire que la bière est très bonne. C'est juste l'attente que moi personnellement j'ai en entendant IPA. Mais nous aussi, nous on aime bien, correspondre vraiment au style. Oui. On essaye en tout cas de pas mettre juste un nom qui sera bien apprécié. Non, on aime bien en fait essayer de coller au style. Et plus on colle, plus on est content. Je pense que c'était important parce que justement quelqu'un. Puis c'est peut-être son influence un peu zytologue qui fait que on a envie d'un peu. Ouais, je trouve ça important, mais voilà, il y a certaines personnes qui disent que se coller à un style, ça bride parfois la créativité. Et à l'inverse, moi, je trouve que on peut être très créatif, mais d'un autre côté. Avoir une référence. C'est pour ça que pour la gauze, on avait dit que c'était notre réinterprétation du style. Mais là, par contre, je retrouve beaucoup plus justement une gauze. Alors, je le dis clairement. Je l'ai dit tout à l'heure. J'avais un peu moins le sel, mais l'acidité, le petit truc qui chatouille était là. Donc, il y a pas de souci avec ça. Vous parlez de réinterprétation. Moi, je trouve que on est bien dans le style. Mais voilà, je me suis permis de vous le dire ici. Et je continue, j'insiste. Elle est très bonne. Vous avez parlé du taux d'alcool ? Je ne me rappelle plus. On est à 4,9. 4,9, voilà. Okay. Malgré tout, je trouve qu'on a quand même pas mal de choses en bouche, de texture pour une bière à 4,9. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que... J'en profite pour la regoûter. Si on veut goûter vos bières, où peut-on les boire ? Alors, je me doute bien que vous n'allez pas citer tous les magasins, mais est-ce que vous savez dire des points où ça se vend bien ? Sur notre site internet, il y a toute la liste. Super. Magasins et Horeca. Oui. Alors, tous les magasins n'ont pas forcément commandé toutes les bières. Sur Stassen à Aubel, qui a toute la gamme depuis... Et 100% liégeois. À Liège. Qui a vraiment les toute dernières, la gamme. C'est assez récent. Ça, c'est sûr de trouver les 4. Oui. Elle est là. Puis 2-3. Oui, Beer Lover de Visé aussi. Et Beer Lover, ils vendent en e-shop, ils ont une vente en ligne. Un e-shop. Non, je pense pas. C'est pour les personnes qui nous écoutent d'un peu plus loin, voir si... je pense que 100% liégeois. Ils ont D'accord, ok. Et là, eux, ils ont tout. Voilà. Si vous nous écoutez d'un peu plus loin et que vous ne savez pas vous déplacer jusqu'à un magasin qui se trouve... 100% liégeois. Ouais. Et puis il y a plein d'autres choses super chouettes. Mais comme on disait, on a un petit volume, alors on n'a pas vraiment beaucoup de clients. Parce que... Oui, mais de toute façon, c'est très bien. Il faut certainement pas dénigrer. On a une petite liste de 15 magasins, quelque chose comme ça, dans la région. C'est ça. Mais c'est juste, je pense toujours aux personnes qui écoutent le podcast ou qui sont un peu plus loin en Belgique ou autre et qui entendent, qui ont envie de goûter les produits et qui ne savent pas forcément se les procurer. Et c'est vrai que honnêtement, elles sont super bonnes vos bières, mais se taper 400 km pour oui, c'est clair.
Donc c'est juste pour ça que je demande. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur 100% les jeux. J'essaierai d'aller regarder s'il y a moyen de commander. Je mettrai peut-être le site en description. Là, je vais m'éloigner tout petit peu de votre brasserie, mais je vais encore faire profiter de mon accent légendaire avant de terminer cet épisode. Je voudrais dans un premier temps saluer, alors je ne sais pas si on prononce du coup Joachim ou Joachim, plus connu sous le pseudo Beer Diary Today sur les réseaux sociaux. Et ensuite, je voudrais également vous parler d'un événement qui va se dérouler à Saint-Tron. Alors c'est en région flamande du 1er au 3 septembre. C'est un festival international qui s'appelle, alors de nouveau, excusez mon accent, Gebrande Winning Beer Festival 2023. Katia, tu rigoles, je t'entends. Et qui réunit plus de 20 brasseries provenant d'un peu partout dans le monde. C'est là que je vais parler de la fameuse brasserie qui provient du Ghana. Vous pouvez y retrouver donc cette brasserie Tales from Ghana, du Ghana forcément. Spartacus par exemple du Brésil, Funky Fluid Pologne, White Pony Italie, Brewski Suède, Superstition USA, je me mords la langue en même temps, mais aussi notre chère Belgique comme Antidote, Diaz Brewing, Bofcont ou encore Hopmel, pardon. Donc il y en a encore bien plus que ça, hein, mais je vous mettrai toutes les infos en description et je publierai normalement la fiche de l'événement sur les pages Instagram et Facebook de la bière patrie. Je dois bien vous avouer que ce qui m'a interpellé dans cet événement-là, c'est le vendredi, parce que en fait le vendredi ils ont organisé un bottle share. Donc on arrive avec sa bouteille préférée et on trek avec ses potes. C'est vraiment la convivialité qui inspire la bière, je trouve. Donc vous aviez déjà vu ça en festival, vous, le bottle share? Non, j'ai jamais vu ça. Ben enfin voilà, je on l'a déjà fait en cours, je crois. En cours de micro. Ça plus d'une fois, ouais. Je mettrai toutes les infos, on en parlera un petit peu en off de. Ouais, c'est intéressant avec le nom que t'as dit. Ouais. On a envie d'aller à Saint-Tron. Ouais, ben franchement, ils ont bien travaillé. Alors je pense, j'ai pas toutes les infos. Alors je dois bien vous avouer que la barrière de la langue fait aussi parce que Joachim là, parle néerlandais et anglais et moi rien que l'accent vous entendez bien, donc dialoguer toute une conversation en anglais, c'est pas ce qui est le plus facile pour moi, mais voilà, franchement ça a l'air vraiment chouette. C'est pas la première fois qu'ils le font apparemment. Je crois qu'ils ont été un peu comme tout le monde embêtés par le Covid, mais voilà, ils relancent ça. Allez jeter un coup d'œil en tout cas sur les réseaux sociaux, libre à vous de vous y présenter ou pas, mais ça a l'air vraiment chouette. Eh ben écoutez, on arrive nous tout doucement à la fin de l'épisode. Donc merci de nous avoir écoutés. Toi qui es peut-être à quelques kilomètres de nous ou alors à l'autre côté de la planète. Qui que vous soyez, merci de suivre ce podcast, ça fait réellement plaisir. Merci à mes invités, Katia et Eric de la brasserie Mascafia, je le répète, de s'être prêtés au jeu. N'hésitez pas à aller acheter et goûter leur bière. Et évidemment, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Vous pouvez nous retrouver bientôt au festival brassicole à Charneux. Oui. D'ailleurs, je ne voudrais pas parler trop vite parce que c'est pas encore fait, mais normalement podcast arrive prochainement et on parlera de ce festival, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas de la fête de la bière. Donc là-bas, et alors je crois qu'il y a encore une autre date sur votre site internet. Oui, la RAID. La RAID. Ouais, c'est ça. En octobre. Oui. Et ça, par contre, on en parlera au prochain épisode parce que nous allons recevoir monsieur Nicolas Imbrex. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast. Ça y est, cette fois-ci, on va pouvoir présenter son livre. Donc là, je fais du teasing, bon mot en anglais. Mais voilà, je me réjouis de pouvoir partager un podcast avec lui. Donc vous serez à l'arrêt le 15 octobre de mémoire, oui, mais c'est bien ça. Et peut-être à Baptiste, qu'on a la place, mais il y a beaucoup de monde cette année, on espère. Oui, ils doivent encore sélectionner quel stand ils prennent. Début septembre, ça c'est ça, ouais. À la foire agricole, c'est ça? Foire Oui, agricole. c'est ça. Oui. Là Premier aussi, week-end de septembre.
Ouais, là aussi c'est un gros événement. On l'a fait il y a 2 ans. Pas que bière, mais. C'est qu'on espère avoir notre place cette année. Parce qu'il y a eu beaucoup de retours là-bas. Bah, Après, peut-être d'autres qui vont se mettre. Mais... Alors, je le dis pour les auditeurs, de toute façon, je vous invite à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux, que ce soit de la bière patrie, mais surtout de Mascafia. Franchement, je vous félicite par rapport à la mise à jour de votre site internet parce que c'est très réactif, je trouve, sur le site internet. Souvent, les réseaux sociaux suivent bien, mais le site internet traîne un peu. Et là, c'est vrai qu'on a toutes les infos. Il y a déjà votre nouvelle bière qui est sur le site, donc félicitations pour ça. Je ne sais pas si tu avais terminé parce que je parlais énormément, mais je t'ai peut-être coupé par rapport aux dates. Il reste quelque chose. Je sais pas si on voit ça en off ou en in, mais... je ne sais pas. Tu préférais le faire quoi? Comme tu veux. Là, tu auras normalement une IPA qui envoie du lourd. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préfères? Tant qu'on a l'antenne, on peut peut-être un peu parler. Eh ben allez, soyons fous. On va prolonger un tout petit peu ça. J'ai déjà fait parenthèse new-yorkaise. Exactement. J'ai déjà fait les remerciements. Je vous dirai juste le petit au revoir à la fin, mais voilà, on va faire cette petite prolongation. Moi, ça m'arrange. Alors. En ce qui concerne la bière, de toute façon, dans le podcast ou hors du podcast, on l'aurait quand même bu, hein, mais c'est chouette comme ça. Bon, je termine du coup ma bière et on va goûter cette canette du coup. Alors, canette de 44 qui peut faire peur au visuel. Parce que on a du brocoli. On a de l'épinard. De l'épinard. Ah, c'est l'épinard, c'est pas Ouais. On va espérer qu'il n'y en a pas dedans. Hein. Non, il n'y en a pas dedans. Et justement, on l'a pas goûté celle-ci à New York pour la goûter avec toi. Oh, si c'est pas magnifique. Allez, il fallait me dire ça de suite. C'est normal alors qu'on la goûte dans l'épisode. Et donc, la brasserie. C'est brasserie Otteralf, vraiment une brasserie très connue dans New York. Oui. À Brooklyn. Ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est IPA, bière houblonnée. On se prend vraiment une vraie claque quand on va là-bas. Oui. Et quand on revient, voilà. On oublie très vite. Mais... Oui, quasi toutes les brasseries à New York se trouvent à Brooklyn. Une bonne partie. Ouais. Dans le Queens aussi. Mais très peu à Manhattan, c'est juste des... Il y en a 2, mais qui restent plus un peu commercial, je vais dire. C'est ça, beaucoup de transit. Voilà, tout ce qui est Brooklyn, je crois qu'on a fait une quinzaine de brasseries. Et on n'a jamais été déçus sur aucune IPA qu'on a goûté. Ouais. Que ce soit une IPA, une New England ou une West Coast. Ou des stouts aussi. Vraiment on a goûté très, des très stouts dans les magnifiques. clous, J'ai eu une belle photo que tu m'as envoyée par les réseaux sociaux où vous étiez entouré de fûts. Ah oui. C'est chez. C'est justement le t-shirt que Cathy apporte aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Une des dernières brasseries qu'on a fait grâce à l'annulation de nos avions. Ah oui, alors est-ce qu'on peut raconter l'histoire? Oui. Est-ce qu'on peut le dire sur le temps qu'on sert la bière? Non, on peut pas le dire? Si. Ah, ça va. Donc en fait, pour vous dire vrai, le podcast aurait dû être enregistré une semaine plus tôt. Mais malheureusement, mes invités ont été un tout petit peu bloqués. Hop, je prends le verre. Un tout petit peu bloqué à New York. Donc le vol a été annulé et purement et simplement. Et repoussé au lendemain ou sur le lendemain, je sais pas. 24 heures plus tard. Ouais. Donc voilà, ça nous a un petit peu chamboulé le programme, mais d'un autre côté, on a pu se remettre du jet lag. Exactement. Et on peut profiter pleinement de vous aujourd'hui. Donc c'est parfait. Alors, Otteralf, c'est quoi le nom du Spinache, simplement? Spinache, IPA. Et de nouveau, mon accent extraordinaire. Citra, Mosaïque, Eldorado et Nelson Sauveur. Bon, alors, déjà, la turbidité, autant vous dire qu'on voit pas à travers. Je vais peut-être le mettre à la caméra. Tu sais ce que je vais faire? Est-ce que je peux te... Ah ben non, je ne saurais pas. Suis-je bête? Je voulais dire, je vais prendre une photo, mais on la prendra peut-être en off s'il reste un tout petit peu dans la bière, mais c'est sûr que celle-là... Je peux la faire maintenant avec... Ah ben oui, si tu veux bien, parce que moi, mes 2 GSM sont utilisés pour filmer. Attends. Hop là.
C'est vrai, on pourrait très bien mettre la canette. Ouais, tu peux faire devant toi si tu veux, il y a aucun souci. C'est toi la star. Hein. La star de rien du tout. Hop, voilà. Parfait. Non, très belle couleur. À la limite, j'irais même sur une Neipa. Alors pas au goût, rien qu'au visuel, parce qu'elle est ultra trouble. On ne voit évidemment pas à travers. On s'est rendu compte que leurs IPA sont souvent un peu des New England. Enfin, on a eu cette impression-là, à part pour les West Coast, où on retrouve vraiment un côté très amer, très résineux. Et comme non IPA, maintenant, on se retrouve souvent avec quasi New England. En fait. Oui. Ouais. C'est vrai. C'est pour ça que l'amertume, il n'y en aura peut-être pas. J'ai pas goûté, mais peut-être moins que... Alors je ne sais pas, vous y connaissez mieux que moi en termes de houblon. Est-ce qu'il y a un houblon dans ceux que tu as cités sur la canette qui doit faire ressortir le litchi? C'est peut-être le citra et encore, mais litchi, peut-être le mix des deux. Est-ce qu'ils sont très bons, des magiciens du houblon? Est-ce qu'ils auraient réussi à refaire sortir le litchi avec le mix? Vous l'avez ou? Pardon, je parle loin du maintenant micro. que tu me le dis, évidemment. Ah oui, pardon. Mais... Pardon, non, justement, on peut échanger là-dessus, mais... Vous allez me prendre pour fou, mais c'est parce que moi-même, écoutant les podcasts d'autres, alors ils ne m'écouteront probablement pas, mais je salue Binous USA qui décrit, je trouve, très très bien les bières. Et en l'occurrence, il parle souvent du litchi. Ne soyez pas offusqués, avec une sorte de sueur humaine. Okay, c'est assez spécial. Hein. Et j'ai c'est un petit peu ce ressenti-là aujourd'hui par rapport au litchi. Mais vraiment, j'ai pensé à eux tout de suite. Elle a peut-être goûté. Hein. Je ne sais pas. C'est en général. Bon bah écoutez, sortez parce que je me mets mon nez dedans mais je ne la goûte pas. Pareil, très peu d'amertume pour une IPA. Ouais. On est plus sur la neige. Ce que je disais tout à l'heure, vraiment. Après, alors... Mais ils mettent IPA. Ouais, c'est ça une IPA. Ouais. Et je pense que c'est une de leurs gammes fixes qui revient comme souvent. Bah, elle est bien, hein. Alors, à cette heure-ci, je ne vois absolument plus ce qu'il fait écrit sur la canette. Bah écoutez, on mettra la photo de toute façon. Mais c'est bel et bien India Pale Ale qui fait inscrit sur la canette. Bah, très chouette. De nouveau, je me répète encore et encore, mais niveau amertume, pour moi, c'est parfait. Et évidemment, c'est une bombe de houblon. Oui. Ouais. Mais sans qu'il soit très vert comme ça. Ouais, c'est bon. Très jeune. Non, ça allait bien. Et au goût, vous avez plus quoi, les fruits exotiques J'ai plus fruits sucrés, fruits à noyaux. On n'a pas trop là, tout ce qui est mangue et tout ça. Il y a pas. C'est ça. Même à Grum, on a un peu moins. C'est vraiment les fruits, fruits sucrés et fruits à chair. Ouais. Bon, alors je ne saurais peut-être pas vous la recommander parce que selon où vous êtes, vous ne saurez probablement pas la commander. Oh, $18, et elle viendra. C'est vrai. C'est vrai, je pense que sur le site, il y a moyen de la voir, mais voilà. Déjà là-bas, toutes les bières, c'est 8, 9, $10. Oui. Mais c'est souvent des 44. Alors au final, voilà. 44 et puis il faut 16, 11 qui disent. Ouais. Oui, 16. Faut pas se leurrer non plus. De nouveau, vous le savez certainement mieux que moi, mais en termes de houblon utilisé, c'est pas pour rien. Je suppose que il est sur place. Ce qui est marrant, c'est qu'une Budweiser coûte $9 aussi. Ah oui, d'accord, ok. Au final, voilà. C'est malheureux. C'est vrai que c'est un peu drôle, parce que dans certains restaurants, celle-ci est au même prix qu'une bière industrielle, en fait. Ah oui. C'est un peu étonnant, parce qu'on avait des Brooklyn Lager qui sont plus connus, ou peut-être des Butt ou des Stella. $1 de différence. Et au final, qui sont au même prix. Elles sont quasi tout au même prix. Et les industriels partent quand même? Les gens les achètent quand même? On en a vu dans un restaurant qui... C'est fou, ça. Peut-être des gens qui veulent
qui osent pas goûter autre chose et qui reprennent quelque chose qu'ils connaissent. Oui, c'est deg. Ouais, c'est vrai que à ce prix-là, j'irais volontiers vers une comme ça que une Budweiser ou une Coors Light ou. Alors désolé pour les gens qui aiment cette bière-là, hein, mais voilà, je préfère 1000 fois goûter ceci. Et chez Odoralf, on a aussi goûté un stout magnifique. Coffee Porter. Café. Jamais vu autre. Ouais, c'est vraiment. On a eu 2 coups de cœur. Ouais. Ça, une autre brasserie dans Brooklyn s'appelle White East. Et qui est justement une des seules brasseries qu'on a vues qui était assez éclectique dans les styles. On a retrouvé une Grodzinski, une bière polonaise fumée. Ok. Et avec des casques Il y avait des casques. Qui est beaucoup plus varié en style, je trouve. On a vu une grosse influence européenne. Ouais. Et vous avez pu éventuellement échanger avec des brasseurs ou quoi là-bas, ou c'était impossible? On lui a donné un autocollant. Non, que tu auras aussi, évidemment. Après, on allait souvent là le soir. Et en général, c'est les serveurs de la taproom. Voilà, il n'y a plus personne dans la brasserie. Ça ouvre à 17h, ils brassent, à mon avis, le matin. C'est ça, oui. On a juste parlé une fois à une brasserie, direct, ils nous a proposé une collab. On allait juste goûter leur bière, c'était marrant. Ils ont plus sont assez ouverts culture, pour ça, je pense que quelqu'un qui veut faire une collab avec eux, c'est... Et puis, il n'y a rien à faire des Européens. Je pense qu'on dit qu'on est belge et ils pensent tout de suite bière et ils sont tout de suite envoûtés, quoi. Peut-être un jour, on a parlé de collab, on ne sait jamais. Ça serait fou quand même. Après, il faut quand même bien calculer, parce que les allers-retours, on n'en fait pas 7 non plus. Ça aurait été marrant qu'ils disent venez demain, et on serait allé le lendemain. Oui, ils nous ont même dit, si vous voulez, vous envoyez vos bières, on les réétiquette, on les vend ici. Enfin... Ah oui, d'accord. Un truc de fou, quoi. Là, c'est quand même vachement plus compliqué avec... moi, j'imagine que c'est compliqué, oui. Mais lui, il avait l'air de dire c'est simple. Il se tracasse pas trop. Pourtant, faire rentrer des produits aux États-Unis... je sais pas du tout. En faire sortir, je veux bien l'entendre, mais... Enfin, apparemment, ils sont un tout petit peu moins durs maintenant, mais à l'époque... passer la frontière avec fromage ou lait cru, par exemple, c'était c'était un attentat. On est venu avec une cotillon, on a fait une collab directe. Mais... on y a pensé en reprendre une et l'offrir. Ouais, on a vu des trucs. Voilà. Vous en avez trouvé là-bas? On a vu, mais on n'a pas osé demander le prix. Si on a vu, on passait les $50 facilement. Ouais. Quoi. Oui. Boire Trifontaine en Amérique, enfin voilà. Oui, c'est un peu ridicule d'aller boire ça là-bas. Oui, enfin, nous, en tout cas, c'est ridicule d'aller boire ça là-bas. Après, c'est bien et pour les brasseries et pour les gens de pouvoir découvrir ces bières-là à l'autre bout du monde. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on en a moins pour nous, du coup. C'est vrai. Mais bon, ça, c'est l'amateur d'acide qui parle. Eh bien, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de goûter celle-là en plus dans le podcast avec vous. Du coup, maintenant, je pense qu'on peut tout doucement dire au revoir aux gens. Merci de nous avoir écoutés. J'espère à très bientôt tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé!